Madame la Présidente, en préambule, je dirais le plaisir que j'ai de constater que le banc MR est le plus fourni en ce moment. Et je remercie ceux qui sont présents, ma chef de groupe, M. Depré et M. De Decker, de rester pour m'écouter. Avant d'entrer dans mon propos, je voudrais dire que ce matin, j'ai été choqué, si ce n'est outré, par les propos de ceux qui ont jeté l'opprobre et la suspicion sur le corps médical. Je ne manquerai pas de le faire savoir. Madame la Présidente, mes chers collègues, je n'ai pas le monopole du cœur, mais je parlerai avec mon cœur. Ma pratique de neurochirurgien m'a confronté à tant de situations dramatiques que j'aimerais les partager avec vous. Pour moi, le bonheur, c'est l'inconscience du temps. Un jeune enfant n'a pas la notion du temps. Et tant que c'est ainsi, il n'a évidemment pas la maturité exigée pour discuter de sujets aussi graves que la mort. Mais quand il tombe malade et que sa maladie est incurable, qu'elle exige des soins longs et lourds, très rapidement, il acquiert cette notion de temps, voire de limite dans le temps. Il quitte les berges heureuses de l'insouciance et de l'enfance. Dès qu'il acquiert la notion du temps, dès qu'il sait que le corps médical se bat pour lui, dès qu'il espère de bonnes nouvelles pour le mois, le trimestre ou l'année prochaine, une maturité insoupçonnée se forge peu à peu en lui, et bien avant ses 18 ans, il est devenu capable d'aborder sa maladie avec clairvoyance. Les enfants gravement malades acquièrent en effet rapidement une très grande maturité et une capacité de discernement. Je vous livre un exemple. En tant que neurochirurgien, j'ai vécu des cas malheureux d'enfants dont j'avais opéré la tumeur cérébrale et malheureusement, cette tumeur maligne revient après quelques années. Le neurochirurgien confronté à ces situations réopère pour ôter le maximum de cellules cancéreuses et soulager les maux de tête. Si le petit malade a déjà reçu des rayons, impossible d'en rajouter car le corps ne tolère qu'une dose limitée. Le médecin va donc le diriger vers de nouvelles formes de chimiothérapie, immunothérapie, vaccinothérapie, etc. Et pourquoi? Parce qu'en 4 ou 5 ans, des progrès ont été réalisés. Mais l'enfant est affaibli. Il doit revenir régulièrement à l'hôpital. Il doit faire attention à ne pas attraper des infections de ses petits camarades de classe. Il ne joue plus avec eux comme avant. Il est devenu un adulte confronté à la réalité la plus dure de la vie. Il continue quand même à se battre jusqu'au jour où il demande « Docteur, ça va encore continuer longtemps ? Est-ce que je vais redevenir comme avant ? S'il faut m'opérer une 3e fois, je ne veux pas. » Et le jeune garçon auquel je pense à ajouter « Tu m'endors. » Bien sûr, on n'endort pas un malade, on n'endort pas un enfant. L'euthanasie n'est pas une forme d'anesthésie générale, mais ce sont des mots d'enfant pour dire qu'il ne veut plus souffrir. Faut-il rester sourd à sa souffrance ? Pas question, bien sûr, de répondre immédiatement à ce cri de détresse, mais il faut en tenir compte. Il faut y revenir, ne pas craindre d'en reparler. L'enfant peut en effet avoir formulé cette demande un jour de déprime et le lendemain parler tout autrement. Il faut communiquer avec l'équipe soignante. Les infirmières et les infirmiers seront plus attentifs à ces paroles et pourront transmettre les nuances éventuelles de son discours ou la pérennité de son désespoir. Le médecin doit pouvoir rester en paix avec lui-même et c'est pourquoi la clause de conscience, actuellement prévue par la loi de 2002, lui offre la liberté de refuser de pratiquer l'euthanasie, pour des raisons qui lui seraient personnelles, d'éducation, de croyances religieuses ou autres. Il ne doit pas risquer d'avoir un jour à se dire, en toute conscience, ai-je bien fait ? Heureusement, il n'est jamais seul pour prendre une décision aussi grave. Le temps du mandarinat est révolu. La médecine est devenue interdisciplinaire.
Le médecin du troisième millénaire ne détient jamais la totalité du pouvoir, mais inscrit ses décisions et ses actes dans un dialogue naturel avec les collaborateurs de l'équipe paramédicale et les experts d'autres spécialités. Pour les enfants, l'aide d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue attaché au service d'oncologie pédiatrique n'est pas à négliger. Certains ont voulu transformer mes paroles en caricaturant « c'est un psychologue qui va décider l'euthanasie d'un enfant ». Je n'ai jamais rien dit de tel. Parler ainsi, c'est ignorer le fonctionnement des équipes médicales actuelles. Tous les jours ou presque, dans tous les services médicaux hospitaliers se tiennent des réunions où se discutent les cas des malades. Et en neurochirurgie, discipline que je connais évidemment fort bien, la réunion d'oncologie réunit neurochirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, neuroradiologues, neuropathologistes, psychologues, infirmiers, kinésithérapeutes, etc. Il est évident qu'une décision d'euthanasie doit faire l'objet d'un colloque afin de s'assurer que la maladie est bien incurable, qu'on a mis en œuvre tous les moyens dont dispose la médecine moderne et, en cas d'élargissement de la loi aux mineurs, nous verrons tout à l'heure le résultat du vote, si tel est ainsi, il faut s'assurer que l'enfant ou l'adolescent a bien la faculté de discernement qui permet de prendre sa demande en compte. Faculté de discernement, on en a déjà parlé, la notion fait débat. Les proches et le personnel médical qui côtoient un enfant au quotidien l'aperçoivent intuitivement. Mais je pense que chacun serait rassuré qu'un pédopsychiatre ou psychologue confirme chez cet enfant une maturité largement au-dessus de la moyenne. Sauver la vie est toujours une urgence. Pratiquer une euthanasie ne l'est jamais. Et pour sauver une vie, il faut prendre des responsabilités et agir très rapidement. Aucune demande d'euthanasie ne requiert un geste immédiat. Ce n'est donc jamais un acte pris dans la précipitation. Je ne pourrais cependant concevoir l'euthanasie d'un mineur en passant outre l'accord des parents. Là aussi, il faudrait prendre le temps de leur parler. Très rapidement, ils devraient être mis au courant de la demande de leur enfant. Logiquement, même si on continue à donner de l'espoir, on n'entreprend jamais un traitement lourd sans espoir de guérison ou de rémission. Les parents connaissent la gravité de la maladie dès le début. Les médecins leur ont dit « Nous allons nous battre. Nous avons peut-être des chances de sauver votre enfant, mais nous ne pouvons vous le garantir. Ça va être long et difficile. Donc nous avons besoin de vous pour le soutenir les jours de déprime. Il faut comprendre sa tristesse, son désespoir, mais vous devez savoir que ce n'est pas gagné. » Et puis vient inévitablement le moment où les parents se rendent compte que l'espoir diminue puis disparaît. L'annonce de l'échec des traitements ne leur tombe pas dessus d'un coup. On ne passe jamais du jour au lendemain du grand soleil à une demande de fin de vie. Par ailleurs, le consentement des parents ne suppose pas la prise en charge de la responsabilité. Celle-ci incombe au médecin. Je ne voudrais pas que les parents soient culpabilisés et portent cette décision toute leur vie, en se demandant s'ils ont bien fait. Ils s'accrocheront sans doute à l'espoir que dans un futur proche, un nouveau traitement permettrait de sauver leur enfant. Mais nous, médecins, savons que malheureusement, il est trop tard vu le stade de l'évolution de la maladie et en attendant, il souffrira au-delà de l'imaginable. Certes, certains chercheurs annonceront peut-être la semaine prochaine avoir trouvé une nouvelle molécule capable de guérir cette maladie. Mais ce sera chez la souris ou le rat, et les étapes sont nombreuses. Le chemin de la découverte est long, et par conséquent, il faut du temps pour produire un médicament. Donc pas de remords à crainte, il n'y aura pas la semaine prochaine de traitement salvateur qui ferait regretter d'avoir donné son accord. Mes chers collègues, je vous ai parlé avec mon cœur, je vous ai fait part de mon expérience de médecin et surtout de neurochirurgien, confronté à bon nombre de situations dramatiques. J'ai toujours dans ma vie respecté les convictions de chacun de mes patients et leur ai offert les meilleurs soins palliatifs quand tel était leur souhait. De même, je n'ai jamais été sourd à une demande d'euthanasie dans le respect des conditions de la loi votée en 2002. J'ai aussi toujours respecté les convictions de mes confrères médecins et accepté sans discussion
que certains invoquent la clause de conscience. Il faut être en paix avec soi-même et pouvoir se regarder dans la glace. De même, je comprendrais parfaitement que certains de mes collègues sénateurs puissent aussi invoquer la clause de conscience dans le vote qui va avoir lieu, et je ne leur en voudrais pas s'ils ne votent pas en faveur de la proposition de loi dont nous discutons, en espérant que leur position traduit leur conviction personnelle, leur conscience, et non un calcul électoraliste. Mais en ce qui me concerne, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, pour les situations gravées dans ma mémoire de mineurs atteints d'une maladie incurable à un stade terminal qui m'ont supplié de les aider à ne plus souffrir et à quitter ce monde, en raison de ces souvenirs que je n'oublierai jamais, je voterai la proposition de loi. Je pourrai me regarder dans la glace. Je terminerai en faisant juste un petit commentaire au sujet des académies. Monsieur Dubus l'a dit, c'est vrai, il y a un texte qui est en voie de finalisation au niveau des académies de médecine. Je ne suis pas autorisé à en parler parce que ce texte n'a pas encore été voté en plénière. C'est ma discrétion et mon éthique, de la même manière que je ne communique pas aux académies le texte que nous allons voter cet après-midi tant qu'il n'est pas voté. Je le ferai après. Il y aura, et je pense que ce sera certainement un document utile pour la Chambre, si elle est saisie du sujet, de pouvoir disposer à ce moment-là d'un texte qui devrait être un texte commun des académies néerlandophones et francophones de médecine. Je vous remercie. Merci, sénateur Brocci. Et le dernier intervenant aujourd'hui dans ce débat-là est Monsieur De Decker, sénateur De Decker.